Bonjour à tous, astuce numéro 17, on va parler de l'échantillonnage. Une chose importante pour obtenir de bonnes images, c'est d'avoir le bon échantillonnage. L'échantillonnage, c'est la fraction de ciel qu'on voit sur chaque pixel de notre caméra. Alors déjà, il faut savoir quelle est la limite de ce que le télescope est capable de voir, de faire. Et cette limite, c'est ce qu'on appelle le pouvoir séparateur, qui est connu en suivant ce qu'on appelle le critère de Rayleigh, avec cette formule que j'ai indiquée ici, qui est donc c'est un angle qui vaut 1,2 fois la longueur d'onde divisé par le diamètre. Donc il faut mettre la longueur d'onde et le diamètre dans la même unité, et quand on fait ça, on obtient en radians la taille de ce qu'on appelle la tâche d'Airy. Quand on a une image d'étoile, là, ça forme un spot ici. Et du coup, c'est la taille minimale qu'il faut pour séparer deux étoiles qui sont comme ça, au touche à touche, une étoile double en fait, qui ont une distance qui est égale à la taille de la tâche d'Airy. Donc ça, c'est vraiment la notion de base en fait de la résolution d'un télescope. Alors, une fois qu'on a le résultat en radians, en astronomie, on aime bien plutôt parler en minutes d'arc, en degrés, en secondes. Pour convertir, c'est facile, hein, sur le cercle trigonométrique, pour vous rappeler de mauvais souvenirs ou de bons souvenirs, selon comment vous aviez apprécié les maths dans votre scolarité. Sur le cercle trigonométrique, à 360 degrés, donc en degrés classiques, et il y a 2π radians. Donc pour faire la conversion, il suffit de multiplier par 360 degrés divisé par 2π, et ça fait 57,3. Moi je retiens ce chiffre par cœur, là, 57,3. Donc là, si je veux la taille de ma figure d'Airy, ce que j'ai obtenu ici, je le multiplie par 57,3. Donc là, après, on est en degrés. Si on veut passer en seconde d'arc, puisque les ordres de grandeur sont plutôt en seconde d'arc, un télescope de 200 mm résout à peu près une demi-seconde d'arc. Et donc là, il faut remultiplier par 3600, parce qu'il y a 60 minutes dans un degré et 60 secondes dans une minute. Donc voilà, ça c'est la notion de base quand même sur les télescopes. Et donc ces figures de diffraction, évidemment, c'est vraiment un phénomène d'interférence de la lumière, et cette interférence, elle se forme vraiment sous l'ouverture physique de notre télescope. Donc plus on va augmenter l'ouverture, et plus cette tâche d'Airy va être petite. C'est un phénomène qui est assez analogue au rond qui se forme dans l'eau quand on fait passer une vague par une fente. Là, on va avoir des ronds derrière la fente qui se forment. Et c'est un phénomène assez analogue à ça, en fait. Hop. Alors, ces formules-là, c'est un peu compliqué à retenir. Moi, je vous propose des formules simplifiées. Si vous voulez savoir quelle est la limite le pouvoir, la limite de résolution de votre télescope dans le rouge, vous pouvez retenir la formule 16 divisée par le diamètre du télescope. Donc là, c'est des formules simplifiées, hein. Le diamètre du télescope est en centimètres, et on a la résolution en secondes d'arc. Dans le vert, vous pouvez retenir la formule 14 divisée par le diamètre, et ensuite dans le bleu, la formule 10 divisée par le diamètre. Alors pourquoi est-ce que je donne des formules différentes, rouge, vert, bleu? En fait, quand on a un Schmidt-Cassegrain, par exemple, à cause de la lame de verre qui est à l'ouverture du télescope, à travers laquelle passe la lumière, les performances du télescope sont pas très bonnes dans le bleu, donc c'est pas dans le bleu que le télescope va avoir sa meilleure résolution. Et on voit d'ailleurs avec ces formules que la tâche d'Airy est d'autant plus petite que l'on va vers les courtes longueurs d'onde. Et donc les Schmidt-Cassegrain, ils vont plutôt plafonner en résolution dans le rouge ou dans le vert. Donc il faut plutôt se fixer autour des valeurs qui sont ici. Enfin, on peut retenir avec un Schmidt-Cassegrain, par exemple, la valeur 14 divisé par D comme limite vraiment absolue. Et avec un Newton, on va plutôt pouvoir se fixer sur 10 divisé par le diamètre. Alors ensuite, quand on veut faire des images, on a la fameuse règle de Shannon-Lindquist, qui nous dit que si on veut voir un détail d'une taille n, par exemple, il faut échantillonner à n divisé par 2. Il va falloir étaler le détail qu'on veut voir sur 2 pixels si on veut être capable de le résoudre. Et autre formule intéressante à retenir, très importante, enfin celle-là est facile à retenir, c'est ici on
pour calculer la portion de ciel qu'on voit sur chaque pixel, il y a cette formule simplifiée ici, qui est 206 fois la taille du pixel. Alors les tailles des pixels en général c'est en microns, donc la formule elle est simplifiée pour qu'on puisse le mettre en microns directement, divisé par la focale, et la focale elle est donnée en général en millimètres. Donc avec les formules qui sont ici, avec un télescope Newton, on peut se dire je veux prendre 10, par exemple, si c'est un télescope de 20 cm. Si c'est un Newton, on va pouvoir aller chercher des détails jusque dans le bleu. On va prendre 10 divisé par le diamètre en centimètres, donc 20 cm. Donc on va avoir une résolution possible de 0,5 secondes d'arc. Et si je veux arriver à résoudre avec une caméra 0,5 secondes d'arc, il faut au moins que je vois la moitié par pixel, donc 0,5 divisé par 2, 0,25. Et donc à partir de là, je sais que ici mon échantillonnage à obtenir c'est 0,25. Et donc avec cette formule, je peux retrouver la focale qu'il faut appliquer, et donc éventuellement la Barlow à choisir. Évidemment, la formule là pour la transformer, si on veut la focale, si on veut obtenir la focale, c'est f la focale qui est égale à 206 fois la taille du pixel divisé par l'échantillonnage. Donc dans mon exemple, 0,25. Alors ça, c'est un peu des règles de base, et c'est des règles de base qui ont été un peu qui ont été prises comme des choses vraiment à respecter scrupuleusement pendant des années, et il y avait une bonne raison à ça. C'est qu'on a observé au début avec des webcams qui étaient peu sensibles en imagerie numérique, et donc on avait vraiment besoin d'apporter le maximum de lumière sur chaque pixel. Et donc on essayait de pas suréchantillonner, c'est-à-dire qu'on respectait autant que possible la règle de Shannon-Lindquist sans aller au-delà. Sauf que ce qui se passe, c'est que quand on respecte la règle de Shannon-Lindquist, on est un peu dans ce cas-là, on a deux étoiles, là qu'on arrive, on est un peu entre ces deux cas-là, on a deux étoiles, là qu'on arrive tout juste à séparer. Mais le problème, c'est que si on observe des étoiles plus rapprochées que la taille de la tâche de diffraction, ici par exemple, je vois toujours que j'ai une étoile double. Alors si ça se trouve, c'est un objet qui a une forme de nonos, mais si ça se trouve, c'est deux étoiles. En tout cas, on voit que ce qu'on observe, c'est pas un point. Et même là où on a deux objets encore plus rapprochés, on voit aussi qu'on n'a pas une étoile ponctuelle. Alors ça ne dit pas quelle est la forme de l'objet, mais on a quelque chose qui est forcément allongé sur un axe. Donc ça peut être un ellipsoïde, ça peut être un nonos, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, c'est pas un point. Et donc en fait, quand on respecte la règle de Shannon-Lindquist, là on est sur la capacité à résoudre une figure comme celle qui est ici, mais on va pas forcément être dans capacité de voir quand on a un détail comme ça un petit peu allongé. Et donc en fait, on a intérêt à aller au-delà de la règle de Shannon-Lindquist. Ce qui est important de retenir, c'est que la règle de Shannon-Lindquist, c'est un minimum à respecter, et non pas une valeur à absolument atteindre. Et elle est souvent prise de travers, du coup, cette règle, mais encore une fois, il y a des raisons pour lesquelles elle est prise de travers, c'est qu'avant, quand on était avec des caméras peu performantes, il fallait faire comme ça, c'était le meilleur compromis. Aujourd'hui, on a des caméras très très performantes, capables d'aller très très vite et qui sont de plus en plus sensibles, et avec des bruits de lecture très très faibles, et on peut vraiment outrepasser cette règle et aller au-delà. Alors du coup, en ce qui me concerne, j'aime bien retenir une formule là simplifiée qui est trouvée par Olivier Desormières, qui est de dire qu'il faut respecter un échantillonnage de lambda sur 10 fois le diamètre. Donc avec lambda en nanomètres et le diamètre en centimètres. Donc par exemple, en ce qui me concerne, avec un Mulon 300, il me faudrait un échantillonnage. C'est un télescope qui est capable d'avoir de bonnes images dans le bleu. Le bleu, ça va jusqu'à 400 nanomètres. Donc ça me donne un échantillonnage minimal à atteindre, qui est de 400 divisé par 10 fois donc le diamètre de mon télescope en millimètres, donc 0,13 secondes d'arc par pixel. Alors ça, c'est une règle, ici, c'est une règle qui donne déjà un suréchantillonnage par rapport à la règle de Shannon-Lindquist. Disons que c'est la valeur à respecter pour avoir un suréchantillonnage, on va dire, raisonnable.
Et après, en fait, on peut aller plus ou moins au-delà, en fonction du suréchantillonnage qu'on veut atteindre. Alors dans mon cas à moi, hop, je vais essayer de faire changer, voilà, sortir de cette fenêtre là, parce que voilà, là on voit tout l'écran. Donc ouais, dans mon cas à moi, en fait, avec mon télescope, je respecte pas cette valeur là de 0,13 secondes d'arc par pixel. Je vais au-delà. Alors je vais au-delà, non pas vraiment volontairement, mais je vais au-delà à cause de contraintes de montage. C'est-à-dire qu'il faut intégrer devant la caméra un correcteur de réfraction et il faut intégrer une Barlow. Il y a une certaine distance à respecter entre la caméra et le correcteur de réfraction. Et bah, du coup, en fait, ça impose une certaine puissance de la Barlow. Bref, au final, dans mon cas, j'échantillonne à 0,11 secondes d'arc par pixel avec ma caméra couleur. Et avec ma caméra noir et blanc, j'échantillonne à 0,85 secondes d'arc par pixel. En fait, j'ai un même de changer de correcteur de réfraction et je suis même un peu en dessous maintenant à 0,81 secondes d'arc par pixel. Donc finalement, je suis loin de la valeur qui est ici. Alors moi, je vais pas dire faites comme moi. Pour descendre aussi bas, il est utile d'avoir un télescope de bonne qualité, un télescope haut de gamme, on va dire, parce que dès qu'on va avoir une optique avec une surface un peu plus bosselée, ça va moins bien fonctionner. Mais voilà, en tout cas, avec un télescope, on va dire un télescope standard du commerce fabriqué en Chine ou quelque chose comme ça, la bonne base, c'est de respecter cette règle ici, d'atteindre au moins cette valeur, là, avec la règle d'Olivier. Et puis voilà, si vous allez un peu au-delà, enfin retenez bien que ça c'est un minimum à atteindre et non pas une valeur à respecter strictement. Donc voilà, si vous allez un peu au-delà de cette valeur, bah c'est pas grave. Et donc si vous avez un Schmidt-Cassegrain, plutôt que de prendre 400 nanomètres dans cette règle, prenez plutôt 500 ou 550 nanomètres, parce que le télescope sera pas capable d'aller tellement au-delà. Et puis bah, après, si vous avez des applications particulières, je pense par exemple à certains gros télescopes qui observeraient plutôt dans l'infrarouge, et bien là il faut raisonner avec les valeurs pour l'infrarouge. Donc l'infrarouge démarre à 650-700 nanomètres, donc il faut raisonner avec ces valeurs-là. Donc bah voilà, après il n'y a pas de... En fait il y a des discussions, encore aujourd'hui en fait, savoir quelles sont les bonnes valeurs d'échantillonnage à respecter. Personnellement, je prétends pas détenir la vérité. En fait, je sais qu'à 0,85 secondes d'arc par pixel, par exemple, dans mon cas, je sais que j'échantillonne un peu trop fort. Si je pouvais diminuer un peu ma focale, je le ferais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans la règle d'Olivier, ça me dit qu'il faudrait au moins que je sois à 0,13 secondes par pixel. Bon, en fait, c'est ce que j'atteins déjà avec ma caméra couleur. Je suis juste un petit peu au-dessus de cette valeur. Mais en fait, quand je fais des images avec ma caméra noir et blanc, et ben en fait, j'ai souvent plus de détails avec la caméra noir et blanc monochrome. Et ça, c'est assez logique en fait. Sur la caméra couleur, si on réfléchit en fait à avoir un échantillonnage optimisé pour le bleu, sur la caméra couleur, il n'y a que 1 pixel sur 4 qui est bleu. Donc la caméra couleur va avoir du mal vraiment, elle est à la limite de ce qu'on peut atteindre dans le bleu. Donc avec un télescope qui est capable d'obtenir de bonnes images dans le bleu, c'est quand même important de prendre une caméra noir et blanc. Et du coup, dans la pratique, avec ma caméra noir et blanc et son échantillonnage trop fort, les bonnes nuits, j'ai des images plus détaillées avec mon filtre G' là, qui est bleu-vert, que ce que j'obtiens avec la caméra couleur. Donc voilà, si j'échantillonnais peut-être à 0,1 seconde d'arc avec ma caméra noir et blanc, je pense que franchement ça suffirait. Mais tout ça pour dire que bah, si on veut tenir ce raisonnement avec la longueur d'onde et de pousser vraiment le télescope dans ses retranchements dans le bleu, il n'y a pas tellement d'autres solutions que d'utiliser une caméra noir et blanc. Je sais qu'aujourd'hui les caméras couleur sont très à la mode, et il y a des bonnes raisons à ça, elles sont vraiment très performantes, très pratiques, ça simplifie le traitement derrière, etc. Mais si on a une bonne optique et qu'on veut la pousser dans ses retranchements, eh ben, il faut échantillonner en fonction du bleu et utiliser une caméra monochrome. Voilà, j'espère que ces histoires d'échantillonnage sont un peu plus claires pour vous.
En tout cas, voilà, la chose à retenir, c'est cette formule-là. J'aurais dû la marquer en gros, en énorme. Là, c'est une formule vraiment pratique. Donc, échantillonnage à respecter, la longueur d'onde divisée par 10 fois le diamètre. Et si vous voulez en déduire votre focale, je rappelle la formule, c'est F, la focale en millimètres. Elle est égale à 206 fois la taille du pixel en microns et divisée par l'échantillonnage qu'on veut atteindre. Et partant de là, vous voyez quel barlow mettre devant. Est-ce que c'est 2 fois, 3 fois sur les casse-grains, les Schmidt-Cassegrain, etc. Souvent, il faut, avec les caméras actuelles, c'est souvent une barlow 2 fois qu'il faut, 2 fois et demi dans certains cas. Et avec les télescopes Newton, c'est plutôt des barlows de 4 à 5 fois qu'il faut. Enfin, grosso modo, aujourd'hui, on a des caméras qui ont des pixels à peu près de 3 microns, plus ou moins. Certaines, c'est un peu au-dessus, certaines, c'est un petit peu moins. Mais les caméras performantes, c'est 2,9 microns et 3,75 microns. On est dans ces eaux-là. Et pour avoir les bons échantillonnages, il faut arriver à des rapports focales sur diamètre du télescope qui sont autour de 20. C'est l'ordre de grandeur, quoi. Donc un télescope Newton, on est ouvert à 5, il faut multiplier la focale par 4. Un télescope Cassegrain, Schmidt-Cassegrain, on a des rapports de focale d'ouverture au départ de 10, 12, donc il faut multiplier par 2 à peu près. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous, ces histoires d'échantillonnage. J'espère que ça faisait pas trop de maths et pas trop compliqué. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et puis, cliquez sur la cloche si vous voulez vous tenir informé des mises à jour de la chaîne. À bientôt.